Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur ce deuxième webinaire avec le docteur Julien Scanzi, qui donc est hépato, un gastro-entérologue et conférencier. Bonjour, docteur Scanzi. Bonjour Solène, bonjour à tous. Merci donc d'être à nouveau avec nous aujourd'hui pour donner suite au webinaire de la semaine dernière, où on avait donc commencé à aborder le thème du microbiote intestinal. Et aujourd'hui, sur cette deuxième session, on va continuer un petit peu et on va vraiment s'intéresser aujourd'hui plutôt à la dysbiose et le lien entre les dysbioses, les pathologies qu'on peut avoir et principalement le syndrome de l'intestin irritable et lénique. Donc, au niveau de l'agenda aujourd'hui, on a 1 heure ensemble. On va avoir une bonne demi-heure de présentation, puis parler un petit peu de compléments alimentaires et enfin, on garde un bon quart d'heure pour répondre à toutes vos questions, comme la dernière fois. Et concernant les questions, donc pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, vous pouvez poser des questions sur la rubrique questions en bas à droite. Et vous avez également, si vous le souhaitez, un chat. Donc là, je vois que vous êtes nombreux à nous envoyer des petits messages dans le chat. Essayez de privilégier la rubrique questions. Comme ça, c'est plus simple pour nous après de s'y retrouver sur la fin. Et puis, on a Léa donc, de chez Compliment qui est ici pour répondre à vos petites questions si c'est sur des problèmes de logistique concernant la plateforme, l'outil Livestorm ou la présentation. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole au docteur Julien Scanzi qui va pouvoir se présenter à nouveau et commencer son exposé. Merci. Donc du coup, voilà, Julien Scanzi, je suis gastro-entérologue et hépatologue au CHU de Clermont-Ferrand et à l'hôpital de Thiers depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et je m'intéresse particulièrement aux maladies du tube digestif, dont on va parler aujourd'hui, et également à tout ce qui touche de près ou de loin au microbiote intestinal. C'est un sujet qui me passionne, j'en ai même écrit un livre. Et vous allez voir dans cette présentation, je vais vous parler d'alimentation de probiotiques, de transplantation fécale, toutes ces choses-là qui peuvent moduler, voire changer totalement le microbiote intestinal. Alors je vais commencer par des rappels de l'épisode précédent pour ceux qui n'étaient pas là ou pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, pour bien comprendre en quoi ça peut être utile de moduler le microbiote intestinal et en quoi le microbiote intestinal est devenu une vraie cible thérapeutique depuis quelques années. Alors déjà, il faut savoir que beaucoup de facteurs vont venir tout au long de notre vie impacter notre microbiote intestinal et le moduler en bien ou en moins bien. Ceux qui vont être bénéfiques sont avant tout une alimentation saine, naturelle, biologique, riche en fibres. Avec les fibres, on verra tout à l'heure qu'ils ont un effet prébiotique pour la plupart. Éventuellement des aliments fermentés qui peuvent également venir enrichir notre microbiote intestinal, et également l'activité physique régulière. Dans ce cas-là, ça va être propice à une biodiversité et à un maintien de notre symbiose entre l'hôte et notre microbiote. Ensuite, il y a des facteurs, malheureusement, beaucoup à l'heure actuelle, qui vont venir avoir un impact négatif, qui vont venir être délétères sur notre microbiote intestinal. C'est par exemple le stress, la sédentarité, la pollution, l'alimentation industrielle et notamment ultra transformée avec de nombreux additifs qui vont venir altérer notre microbiote. La médication, plus de 80%, voire presque tous les médicaments qu'on va prendre vont potentiellement impacter notre microbiote intestinal et certains plus que d'autres, et notamment les antibiotiques. Et tous ces facteurs-là vont être propices à une baisse de la biodiversité de notre microbiote intestinal et à une altération de notre symbiose entre notre organisme humain et notre écosystème microbien. Et ça va être propice à un vieillissement en moins bonne santé, voire au développement de certaines maladies chroniques. Et ces maladies chroniques qui peuvent être liées à une altération de notre microbiote intestinal, globalement, c'est à peu près toutes les maladies chroniques. Et à chaque fois qu'on étudie les liens entre le microbiote intestinal et des maladies chroniques, on retrouve des liens, des anomalies du microbiote par rapport à la population saine. C'est notamment toutes les maladies métaboliques, que ce soit l'obésité, le diabète, les maladies inflammatoires, par exemple, ou dysimmunitaires, comme l'eczéma, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde. C'est également des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, mais également des maladies comme l'autisme, des troubles comme la dépression, etc. Toutes ces maladies-là ont un lien avec le microbiote intestinal, mais également les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques, notamment la maladie du foie gras ou la NASH, et les maladies du tube digestif dont on parlera aujourd'hui,
qui sont notamment le syndrome de l'intestin irritable et les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui comprend la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc on va parler un petit peu plus de ces maladies-là, du tube digestif, pour vous montrer en quoi la modulation du microbiote intestinal peut venir améliorer la maladie, diminuer les symptômes, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut moduler le microbiote intestinal? C'est avec notamment tout ce qui va être les biotiques. Alors, vous connaissez forcément les antibiotiques. Et les antibiotiques, je vous l'ai expliqué, ils vont être plutôt délétères sur le microbiote intestinal en allant détruire de nombreuses bactéries, de nombreux micro-organismes de notre microbiote intestinal. Ensuite, il y a les prébiotiques. Qu'est-ce qu'on appelle prébiotiques? En fait, ce sont des substrats qui vont être utilisés sélectivement par les micro-organismes de l'hôte qui va en consommer et qui va ensuite entraîner un effet bénéfique sur sa santé. Et en gros, c'est la nourriture pour nos micro-organismes, la nourriture pour notre microbiote intestinal. Ce sont des carbohydrates non digestibles, en gros, pour la plupart, alors des fibres comme l'inuline, la pectine, les fructo-oligosaccharides, galacto-oligosaccharides, et même maintenant ce qu'on appelle également les HMO, qui sont pour Human Milk Oligosaccharides, les oligosaccharides du lait maternel, en fait, qui vont venir nourrir, et notamment les bifidobactéries, des bébés qui vont être allaités. Et la plupart du temps, ce sont des fibres qu'on retrouve dans l'alimentation, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, les probiotiques. Qu'est-ce que les probiotiques? Ce sont des micro-organismes vivants qui vont exercer, lorsqu'ils sont administrés en une certaine quantité, un effet positif sur la santé de celui qui va en consommer. Ce sont soit des bactéries, soit des levures, soit un mélange de plusieurs souches. On va également les retrouver, alors, soit de façon industrielle, dans votre pharmacie, ou par exemple sur Compliment Pro, etc. Mais on peut les retrouver également dans l'alimentation, et notamment avec les aliments fermentés, comme les yaourts, la choucroute, le kéfir, etc. Ensuite, il y a les symbiotiques. Les symbiotiques, c'est tout simplement un mélange, une association entre les prébiotiques et les probiotiques. Ce sont à la fois des micro-organismes vivants et à la fois de la nourriture, du substrat pour ces micro-organismes-là, ou pour d'autres micro-organismes. Et ensuite, alors je ne savais pas comment l'appeler, j'ai mis superbiotique, mais il y a quelque chose encore plus, qui va encore plus moduler, totalement modifier l'écosystème microbien, et on va en parler tout à l'heure, c'est la transplantation de microbiote fécal. Alors l'alimentation, c'est la base, en gros, pour moduler le microbiote intestinal. On sait que en changeant notre alimentation, il y a des effets qu'on voit au bout de quelques jours sur le microbiote intestinal. Alors si on veut avoir une alimentation plutôt propice à un bon microbiote, c'est-à-dire riche en fibres, qui vont avoir un effet prébiotique, qui vont aller développer, augmenter, accroître certains micro-organismes, et notamment les micro-organismes bénéfiques. Alors les aliments les plus riches en fibres sont les fruits, et surtout les légumes, les légumineuses, donc tout ce qui est haricots secs, pois chiches, lentilles corail, etc. Les oléagineux, les noix de Brésil, pistaches, amandes, tout ça. Les légumes racines, chicorée, topinambour, patates douces, et les graines, chia, lin par exemple, et toutes les céréales. Ce sont vraiment ces aliments qui vont être le plus riches en fibres et qui vont aller du coup favoriser le maintien d'une richesse et d'une diversité microbienne la plus importante. Ensuite, on va parler des probiotiques. Alors je l'ai mis entre guillemets, parce que vous allez voir après qu'on ne peut pas forcément parler de probiotiques. En tout cas, ce sont des aliments fermentés qui vont venir apporter de nouveaux micro-organismes à nos intestins, à notre corps. Donc bien sûr, yaourt, fromage, tout ce qui est aliments, légumes lacto-fermentés, notamment choucroute, cornichons, vous connaissez tous. Ensuite, le kéfir de lait, kéfir de fruits, kombucha, tout ce qui est soupe miso, kimchi, tout ça, etc. Tous ces aliments fermentés vont venir enrichir notre microbiote en micro-organismes. Alors comment ça marche, les probiotiques? Alors déjà, il faut savoir que les probiotiques, globalement, au niveau industriel, c'est un marché qui est en train d'exploser avec, en 2024, une estimation de 65 milliards de dollars sur ce marché-là. Ce sont des micro-organismes qui sont vivants et qui ont démontré un effet bénéfique. Les souches doivent être parfaitement identifiées. Ils doivent être présumés comme safe, comme en fait
comme ils doivent avoir ce qu'on appelle la liste QPS, ils doivent être sur cette liste, comme quoi il y a une présomption d'innocuité de ces probiotiques. Maintenant, c'est l'EFSA qui est responsable de cette classification, etc. Et le bénéfice doit être démontré donc, par des études. Après, les probiotiques vont venir moduler le microbiote intestinal de façon tout à fait transitoire parce que ces micro-organismes que l'on va consommer ne vont pas s'implanter durablement dans notre organisme et ils vont venir être là et être bénéfiques pendant le temps où on va les consommer. Voilà, donc ça c'est assez important par rapport à d'autres choses, l'alimentation qui peut moduler sur un plus long terme et la transplantation fécale dont on va parler tout à l'heure qui là va venir totalement modifier le microbiote intestinal. Alors, je vais vous donner des exemples sur la façon de comment marchent les probiotiques. En fait, je vous avais dit sur l'épisode précédent que tous nos micro-organismes, et notamment les bactéries intestinales, jouaient un rôle important dans notre organisme et remplissaient plusieurs fonctions importantes que j'avais mises sur la slide précédente, hein, comme la digestion des fibres, la production de métabolites, de vitamines, d'acides gras à chaîne courte, etc., nous protéger de micro-organismes pathogènes. Et bien en fait, les probiotiques, ils vont nous aider à remplir ce même genre de fonction. Donc, ils vont par exemple venir stimuler notre système immunitaire et nous aider à nous défendre vis-à-vis d'autres organismes pathogènes, via notamment le renforcement de notre barrière intestinale, par exemple avec la stimulation de la production de mucus ou le renforcement de l'épithélium par la production des acides gras à chaîne courte, hein, qui font office de substrat énergétique pour notre épithélium intestinal, pour la muqueuse. Certaines certains probiotiques vont potentiellement pouvoir sécréter des bactériocines ou d'autres peptides antimicrobiens qui vont agir comme des antibiotiques naturels. Ils vont également venir équilibrer le microbiote intestinal en sécrétant d'autres métabolites qui vont venir nourrir par exemple d'autres bactéries. Ils vont également moduler l'immunité innée, par exemple avec l'activation de certains récepteurs particuliers ou avec la modulation de la voie de NF-κB, mais là je n'entrerai pas dans les détails. Ils vont également, certains probiotiques, pouvoir avoir une activité métabolique, notamment via la synthèse, la sécrétion de petites molécules, de métabolites, comme notamment des vitamines. On sait que certaines bactéries sont capables de produire des vitamines B ou la vitamine K, qui vont être utiles dans le fonctionnement de notre organisme. Ils vont potentiellement également nous être utiles pour, par exemple, métaboliser et mieux digérer le lactose. En synthétisant les acides gras à chaîne courte, ça va avoir tout un tas de retentissements sur le fonctionnement de notre organisme, et notamment dans le cadre du métabolisme énergétique. Alors, je ne vous détaillerai pas toutes les voies par lesquelles tout ça peut se mettre en place, le métabolisme du cholestérol, le métabolisme des acides biliaires via la déconjugaison de certains acides biliaires primaires en acides biliaires secondaires par certaines catégories de bactéries ou de probiotiques. Voilà, donc ça c'est juste des exemples d'actions de comment peuvent marcher des probiotiques sur notre organisme. Maintenant, on va parler de la transplantation de microbiote fécal et ensuite on rentrera, je vous donnerai des exemples particuliers dans le cadre du syndrome d'intestin irritable et de la rectocolite hémorragique. La transplantation de microbiote fécal, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est possible. En gros, c'est une procédure qui consiste à administrer des selles d'un individu qu'on va considérer comme sain à un individu qui va être malade ou porteur d'une dysbiose intestinale, dans le but qu'il retrouve un microbiote qui va être riche, diversifié. L'idée, en gros, c'est de le faire passer de cette forêt en haut à droite qui va être à moitié détruite, où en gros, il y aura une grosse perte de la biodiversité, à la fois au niveau de la flore, mais également de la faune, vers une forêt qui va être riche, diversifiée, où on va retrouver tout un tas d'espèces végétales, mais également animales. En gros, c'est un petit peu ça, pour schématiser. En fait, c'est pas quelque chose de si innovant puisqu'on retrouve en fait ce concept-là dans des écrits chinois qui dataient du IVe siècle de notre ère et un certain Ji Hong qui l'utilisait pour guérir des cas de diarrhée sévère et d'infections alimentaires résistantes à certains traitements. Et il a fallu attendre 2013 pour voir la première étude contrôlée randomisée qui montrait vraiment une efficacité de ce traitement-là par rapport à une maladie qu'on appelle l'infection à Clostridium difficile. Bon, et en fait, ils ont montré que ça faisait beaucoup mieux
que les antibiothérapies qui étaient utilisées jusqu'à présent comme traitement référent. L'étude a même été arrêtée avant la fin, tellement il y avait une grosse différence entre la transplantation fécale et les antibiotiques de référence. Dans cette indication-là, c'est très important à comprendre, uniquement dans cette infection récidivante avec Clostridium difficile, on le fait depuis 2014 en pratique courante dans certains hôpitaux qui sont en gros des centres référents, dont Clermont-Ferrand fait partie par exemple, et l'efficacité de la transplantation fécale est de plus de 90%. Et la tolérance est excellente, même chez des personnes fragiles comme les enfants ou comme des immunodéprimés. Par contre, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, en dehors de cette infection-là, on est vraiment dans le cadre du domaine de la recherche, c'est-à-dire qu'on ne fait pas cette transplantation de microbiote fécal dans d'autres indications en pratique courante. Alors, comment ça se fait actuellement ? En fait, on va partir de donneurs sains. Le plus compliqué, le plus lourd, ça va être de recruter des donneurs qui seront parfaitement sains. Donc pour ça, on utilise des questionnaires, une visite médicale pour être sûr que ce soit des sujets parfaitement sains. Et puis ensuite, on va faire un screening biologique, qu'on appelle bioanalyse. On va faire des prises de sang très complètes et des analyses de sels pour éliminer le fait qu'ils soient porteurs de pathologies chroniques ou de maladies, en fait, d'agents infectieux qu'on pourrait potentiellement transmettre aux malades qu'on va traiter avec cette procédure-là. Le but, c'est de traiter d'une maladie et d'éviter de lui en transmettre d'autres, bien sûr. Et ensuite, la procédure se fait dans une structure en général dans un CHU, et elle peut se faire par plusieurs voies d'administration, on en parlera tout à l'heure. Donc le plus important et le plus compliqué, ça va être de sélectionner le donneur via ce screening qui repose sur du coup des recommandations de l'ANSM, puisque le transplant fécal est considéré par l'ANSM comme un médicament. Donc c'est l'ANSM qui a donné toutes les règles, toutes les procédures à suivre de la sélection du donneur jusqu'à l'administration. Ensuite, donc voilà, ça c'est un exemple en gros des analyses qu'on va demander à notre donneur. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'analyses bactériologiques, virologiques, parasitologiques pour éliminer qu'il soit porteur de ces potentiels pathogènes, parce qu'en fait on peut très bien être porteur sain, c'est-à-dire aller très bien, et être porteur par exemple de bactéries multirésistantes qui, une fois administrées à quelqu'un de fragile ou à certains moments donnés, va pouvoir engendrer des problèmes de santé plus ou moins importants. Ensuite, alors désolé de vous parler de ça à l'heure du repas, mais c'est pour que vous compreniez bien. En gros, ça c'est la partie presque la plus simple, qui va être la préparation du transplant. Globalement, ça se fait en général à la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital, puisque c'est considéré comme un médicament. Ce sont nos pharmaciens qui sont habitués à préparer ces transplants. Alors, ils assurent une traçabilité à tous les niveaux. Ils le font soit dans une boîte à gants, soit sous hotte, à partir de sels macroscopiquement normales. On considère globalement une utilise en général de 50 grammes de sel pour faire un transplant. C'est variable en fonction des études, ça peut aller de 30 à 60 grammes par exemple. Ensuite, les sels, elles vont être tout simplement mixées dans un blender, diluées avec du sérum physiologique, auquel on va ajouter un petit peu de glycérol, qui est un agent cryoconservateur, pour que le transplant soit ensuite qu'on puisse le conserver à moins 80 au congélateur. Et ensuite, il va être conditionné dans des pots qui vont supporter la congélation ou éventuellement mis dans des gélules et pouvoir être conservé du coup à moins 80 jusqu'à 12 à 24 mois. Bien sûr, à chaque étape, il y aura des contrôles multiples que nos pharmaciens sont bien sûr habitués à faire. Et ensuite, l'administration, c'est quasiment la partie, on va dire, la plus facile. Le plus important, c'est déjà de bien préparer le receveur, de lui expliquer pourquoi est-ce qu'on va faire cette procédure-là. En général, il est très au courant pour qu'on fait cette procédure. Il a compris que c'était souvent la seule solution de se sortir de cette fameuse infection récidivante à cette bactérie Clostridium difficile. Et du coup, on va le préparer, notamment via une préparation colique, comme avant une coloscopie. Pour ceux qui ont déjà eu une coloscopie, vous savez de quoi je parle. C'est une sorte de purge de 3 à 4 litres de ce qu'on appelle du colopet, qui vont vider les intestins et préparer du coup l'administration du transplant fécal. On va arrêter les antibiotiques 24-48 heures avant cette procédure, et l'administration va se faire
selon plusieurs voies différentes, soit par voie haute, donc sonde nasoduodénale ou nasogastrique, une petite sonde qui passe par le nez, qui va dans l'estomac ou dans l'intestin, soit par nasofibroscopie. Donc c'est ce que vous voyez sur l'image du haut, hein. J'ai un endoscope qui va directement dans l'intestin grêle en passant par le nez, qui a été fait après juste une petite anesthésie locale au niveau du nez et du fond de la gorge. Ça dure quelques minutes. Le patient ou la patiente ne sent quasiment rien. Et l'administration en soi dure quelques minutes. Soit par coloscopie, mais en pratique on évite de le faire puisque ça nécessite une anesthésie générale et qu'il y a des risques qui sont directement liés à l'examen, à la coloscopie. Et le lavement rectal, c'est ce que vous voyez sur la photo en bas, où on introduit une petite sonde dans le rectum par laquelle on va faire passer, soit par gravité, soit à l'aide d'une seringue, la solution de transplant fécal. Ensuite, on va surveiller le patient quelques heures. C'est une procédure qui est largement faisable en ambulatoire, puisque la sécurité et la tolérance sont excellentes. Globalement, à court terme, il y a très peu d'effets indésirables. La plupart du temps, ce sont des effets totalement bénins, comme des ballonnements, un inconfort abdominal, parfois des nausées. Et les rares effets secondaires vraiment sévères sont liés en général à la procédure d'administration et le plus souvent étaient liés à la coloscopie. Vous savez que la coloscopie, indépendamment de la transplantation fécale, il y a un risque de perforer le gros intestin et il y a des risques qui sont directement liés à l'anesthésie générale qui est quasi indispensable pour les coloscopies. Voilà, donc en pratique, ça se fait très très bien et à plus long terme, c'est là où on manque un petit peu de recul. On n'a pas vraiment de données sur ce qui peut se passer à 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, et notamment sur la potentielle transmission par le microbiote intestinal de maladies jugées comme non transmissibles, c'est-à-dire non liées à un virus, un parasite, une infection, un germe. Et notamment le risque de potentiellement transmettre une prédisposition à développer plus tard une maladie chronique. Donc bien sûr, même si c'est une procédure qui semble tout à fait safe, tout à fait, enfin voilà, sans risque tel qu'on l'a fait nous à l'heure actuelle dans ces centres référents, il faut bien sûr ne pas le faire vous-même. Alors, c'est une procédure qui, en dehors de cette infection à Clostridium difficile, est vraiment un intérêt grandissant, puisque à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a plus de 300 essais cliniques en cours qui étudient cette procédure-là dans des pathologies diverses et variées, comme les maladies inflammatoires chroniques intestinales, le syndrome de l'intestin irritable, les infections urinaires récidivantes, le diabète, la NASH, donc la maladie du foie gras, les allogreffes de cellules souches ou de moelle chez des patients avec des hémopathies malignes, la stérose en plaques, etc. Alors maintenant, on va revenir à un cas concret qui est celui du syndrome de l'intestin irritable. C'est probable que vous connaissiez cette maladie-là, ce trouble chronique, puisqu'en gros, c'est une maladie qui touche à peu près 10% de la population française et probablement à peu près autant de la population mondiale. C'est le trouble fonctionnel intestinal le plus fréquent, c'est le premier motif de consultation auprès d'un gastro-entérologue. Et en gros, c'est une maladie chronique qui va associer à la fois des douleurs abdominales récurrentes qui vont être en lien avec la défécation ou avec une modification de la fréquence ou de la consistance des selles. Très souvent, on va retrouver des ballonnements. Les patients vont se plaindre de gonflement du ventre, souvent d'intolérance alimentaire. Et à chaque fois qu'on leur fait des examens, des prises de sang, des échographies, des coloscopies, on ne retrouve rien de particulier qui pourrait expliquer leur trouble. Alors vous voyez à côté l'échelle de Bristol, c'est une échelle qui est principalement utilisée pour différencier les patients avec un syndrome de l'intestin irritable en fonction de différents sous-types, c'est-à-dire ceux qui vont être plutôt diarrhéiques ou ceux qui vont être plutôt constipés ou ceux qui vont avoir une alternance de diarrhée et de constipation. Alors même si c'est une maladie qui est bénigne, c'est-à-dire que les gens ne vont jamais mourir de ça, ils ne vont jamais développer un cancer du côlon à cause de cette maladie-là, mais malheureusement ils ont souvent une qualité de vie qui est peut-être très altérée et les traitements ne sont pas très efficaces. Alors la physiopathologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va aboutir, qu'est-ce qui va faire qu'on va aboutir à un moment à cette maladie-là. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu et qui ne sont pas forcément très bien compris comment cette intrication se met en place. En tout cas, on sait qu'il y a un problème de micro-inflammation. Les gens qui ont cette maladie-là ont
certains paramètres inflammatoires au niveau intestinal qu'on va retrouver sur des analyses très spécifiques. Ils vont également avoir une augmentation de leur perméabilité intestinale, un intestin un peu plus poreux. Ils ont également une altération de la motricité intestinale avec du coup une digestion, un transit qui va se faire soit trop lentement, soit trop rapidement. Ils vont avoir, bien sûr, être plus sensibles souvent au stress, à l'anxiété, etc. Ils vont avoir un dysfonctionnement de l'axe cerveau-intestin, cette communication qui se fait en permanence entre nos deux cerveaux, entre le cerveau et l'intestin via le microbiote intestinal. Ils vont également avoir une hypersensibilité viscérale, c'est-à-dire qu'ils vont souvent avoir une douleur intestinale pour un stimulus ou une distension qui n'est pas censé normalement être douloureux pour la population générale. Ils vont avoir des intolérances alimentaires, etc. Et surtout, ce qu'on a retrouvé depuis quelques années, c'était qu'il y avait chez ces patients-là très souvent une altération de leur microbiote intestinal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette altération du microbiote intestinal, eh ben, elle peut engendrer tous les autres facteurs dont je viens de vous parler. On sait que des modifications du microbiote peuvent augmenter la perméabilité de l'intestin, peuvent modifier la motricité intestinale, peuvent engendrer de la micro-inflammation, peuvent venir perturber la communication entre le cerveau et l'intestin, peuvent engendrer une hypersensibilité viscérale. Et donc pour moi, s'il y a un facteur qui est vraiment central dans cette maladie-là et dans l'apparition de ce problème-là, c'est le microbiote intestinal. Alors pourquoi je vous dis ça? Déjà parce qu'on a retrouvé en fait que chez les patients, avec un syndrome d'intestin irritable, il y avait un microbiote qui n'était pas tout à fait le même que celui de la population générale, avec une augmentation de certains types de bactéries, une baisse de certaines autres bactéries, alors très souvent une augmentation de bactéries plutôt considérées comme étant plutôt pro-inflammatoires, et une baisse de bactéries qui étaient plutôt des bactéries considérées comme bénéfiques, comme des bifidobactéries, des lactobacilles. Et très souvent, ce qu'on trouve également, c'était un appauvrissement du microbiote avec une baisse de la diversité du microbiote intestinal. Et ces altérations-là, elles étaient d'autant plus importantes que le syndrome d'intestin irritable était sévère. Maintenant, si on retrouve d'un point de vue fonctionnel, parce qu'on peut avoir une baisse de certaines bactéries, mais avec une fonction qui va être compensée par d'autres bactéries, ben en fait, on retrouve que d'un point de vue fonctionnel, on avait globalement une baisse des bactéries qui étaient capables de métaboliser des acides gras à chaîne courte comme le butyrate, qui est vraiment une sorte de carburant pour les intestins, qui va aussi avoir un effet un petit peu anti-inflammatoire. Et à l'inverse, il y aura souvent une augmentation des bactéries dites sulfatoréductrices qui vont produire du sulfure d'hydrogène, qui est en fait un gaz qui va principalement être à l'origine de distension intestinale et de douleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, plusieurs équipes ont montré qu'en fait, cette hypersensibilité viscérale, le fait d'avoir une douleur intestinale pour un stimulus, une distension qui n'est pas censée être douloureuse, eh ben, elle pouvait être transférée d'un individu colopathe, hypersensible, à une souris sans microbiote. Et c'est-à-dire que, en fait, si on transfère à une souris sans microbiote le microbiote intestinal d'un individu avec une hypersensibilité viscérale, qui est porteur d'un syndrome d'intestin irritable, ou d'une souris qui est hypersensible, et ben la souris, elle va devenir hypersensible et elle va du coup avoir des douleurs intestinales. Alors c'est mesuré par ce que vous voyez dans le diagramme ici, par le nombre de contractions à la minute lorsqu'on va mettre un petit ballonnet qu'on va gonfler au niveau de son rectum. Et ben en fait voilà, c'est très important ces études-là parce qu'elles ont montré qu'en fait l'hypersensibilité pouvait être transmise d'un individu à un autre simplement en transférant le microbiote intestinal, sans prédisposition génétique, sans modifier quoi que ce soit. Donc, on aurait envie maintenant, dans le syndrome d'intestin irritable, vu qu'on a vu que le microbiote intestinal était vraiment jouait un rôle important dans la physiopathologie, on aurait envie de venir moduler, améliorer le microbiote intestinal pour diminuer cette hypersensibilité viscérale et du coup diminuer les douleurs de ces patients. Alors, qu'est-ce qu'il y a en termes de probiotiques? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans le syndrome d'intestin irritable? Et effectivement, il y a plusieurs dizaines d'études, des études qu'on appelle des essais contrôlés randomisés, donc qui ont comparé un probiotique, une souche ou plusieurs souches à un placebo. Et que globalement, si on regarde de loin l'ensemble de ces études, il semble qu'il y ait un bénéfice au probiotique par rapport au placebo.
avec du coup un risk ratio là, qui va avoir environ de 0,8, donc vraiment 20% d'amélioration dans le groupe probiotique par rapport au groupe placebo. L'amélioration, elle est globale des symptômes et également une amélioration des douleurs. Il y a une amélioration également des ballonnements. Et en fait, par contre, malgré le fait qu'il y ait plusieurs études et que l'effet semble positif, il faut quand même faire un peu attention parce que très souvent, ces études-là, il y a un faible effectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand nombre de patients qui sont dans ces études-là, souvent quelques dizaines. Les populations sont très hétérogènes. Certaines études vont s'intéresser qu'aux hommes, d'autres qu'aux femmes, d'autres à un syndrome de l'intestin irritable juste avec constipation, d'autres avec un syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée, parfois des formes sévères, parfois des formes légères, etc. On va parfois regarder si ça améliore les douleurs, parfois si ça améliore juste la qualité de vie, parfois si ça améliore les ballonnements, ou parfois si ça améliore juste le transit. Et également, les souches vont varier et également, pour une même souche, on peut avoir des études qui vont pas étudier la même densité, la même concentration en micro-organismes pour certaines souches. Et donc, c'est difficile de faire des conclusions en disant, ben voilà, il faut absolument prescrire ce probiotique-là, ou il y en a celui-là fait mieux que d'autres, ou alors les probiotiques sont clairement très efficaces dans cette maladie-là. Voilà. Par contre, du coup, au-delà du fait qu'il semble y avoir un intérêt global des probiotiques, certaines souches ont quand même un niveau de preuve un petit peu supérieur à d'autres souches, et notamment les souches que j'ai listées là. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, mais ce sont des souches où on retrouve des études qui sont relativement bien faites et qui montrent une efficacité du probiotique dans cette indication-là du syndrome de l'intestin irritable. Maintenant, si l'on sort des probiotiques et si on vient à la transplantation de microbiote fécal, où en fait vous aurez compris que ça consiste pas à venir modifier une partie du microbiote ou en gros ajouter quelques bactéries potentiellement bénéfiques. Là, ça va être de changer totalement le microbiote intestinal en mettant celui d'un écosystème, en gros, de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de sain. Et ben, il y a plusieurs essais contrôlés randomisés, des études qui sont particulièrement bien faites. Et certaines de ces études, alors elles ne sont pas toutes positives, mais certaines de ces études sont positives, et celle-ci notamment est clairement positive. Elle s'est intéressée à voir l'efficacité de la transplantation fécale chez 165 patients porteurs d'un syndrome de l'intestin irritable modéré à sévère. Et le but était de diminuer le score de sévérité de plus de 50 points de cette maladie-là. Eux, ils ont sélectionné dans cette étude-là un donneur qu'ils ont considéré comme étant potentiellement un super donneur capable d'améliorer la maladie de ces patients-là et diminuer la douleur abdominale. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, donc 3 mois après la transplantation fécale, eh ben, l'efficacité était flagrante puisque, en gros, à 3 mois, on retrouvait, en fonction si le malade avait reçu 30 grammes ou 60 grammes de sel, on retrouvait une efficacité de 77 ou 89% versus 23% d'amélioration dans le groupe placebo. Donc l'efficacité, elle est vraiment très impressionnante, avec également une amélioration significative de la fatigue et de la qualité de vie. D'autres études ont montré ensuite que chez les patients qui avaient été améliorés, une partie, on va dire un quart à la moitié, gardaient un bénéfice 1 an plus tard. Et d'autres perdaient le bénéfice. Et si on refaisait une transplantation fécale, eh ben, la plupart bénéficiaient à nouveau du traitement et étaient de nouveau améliorés. Maintenant, on va prendre un autre exemple qui est celui de la rectocolite hémorragique. Alors pour le coup, c'est une maladie vraiment inflammatoire, il y a des problèmes organiques, le côlon est souvent malade. Hein. Quand on est en poussée de cette maladie-là et qu'on fait une endoscopie, on retrouve des images potentiellement, comme vous voyez en haut à droite, avec potentiellement des ulcérations, des saignements spontanés, et il peut y avoir potentiellement des complications possibles. C'est une maladie qui évolue par phase de poussée avec une inflammation active de la maladie et d'autre part et des phases de rémission où on va aller bien et où le côlon va être cicatrisé, va être macroscopiquement normal.
C'est une maladie qui touche à peu près 100 000 cas en France et plus d'1 million, et potentiellement dans les prochaines années, pas loin de 2 millions de personnes en Europe, et qui, en gros, se présente principalement sous la forme de diarrhée glérosanglante, donc voilà, de diarrhée avec la présence de glaire ou de sang dans les selles, parfois également des urgences, des faux besoins, donc on a l'impression de devoir aller tout de suite à la selle, et puis quand on est aux toilettes, de ne pas faire de selle. Également des douleurs abdominales, avoir de la fièvre et des maladies, des manifestations qui peuvent être extra-digestives, notamment articulaires, cutanées, etc. C'est une maladie qui peut toucher uniquement le rectum ou une partie du côlon, voire l'ensemble du côlon. Et bien dans cette maladie-là, il y a eu un rôle, en tout cas un lien avec des anomalies du microbiote intestinal, et cela d'autant plus que le patient est en poussée active de cette maladie, qui a une inflammation. Et dans ces cas-là, on va retrouver très souvent un microbiote qui va être différent de la population générale. C'est, vous voyez sur le diagramme, les petits points rouges, qui vont être assez éloignés des petits points bleus qui correspondent au type de microbiote qu'ont la population saine. Euh, et en fait, voilà, plus les points sont éloignés entre eux, plus le microbiote est différent. Et donc, vous voyez qu'en fait, la maladie en poussée est corrélée à un microbiote qui va être différent de celui de la population saine, donc les petits points bleus. Et les petits points verts, ça correspond au microbiote de patients porteurs d'une rectocolite hémorragique, mais qui n'est pas en poussée. Et là, vous voyez que ça va être globalement un petit peu entre les points rouges et les points bleus, donc un petit peu entre les deux. Et l'autre diagramme à côté montre également que dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, on retrouve un appauvrissement du microbiote, donc une baisse de la diversité en micro-organismes, et cela d'autant plus que, là encore, que la maladie est active. Alors là, on va passer directement à la transplantation de microbiote fécal. Il y a quelques probiotiques qui ont montré une amélioration, notamment dans la rectocolite hémorragique ou dans une complication de post-chirurgie qu'on appelle la pochite. C'est une inflammation de la poche une fois qu'il y a eu une chirurgie, une colectomie faite chez ces patients-là. En tout cas, dans la transplantation fécale, il y a eu plusieurs essais contrôlés randomisés, qui sont donc les études cliniques qui ont le plus fort niveau de preuve d'un point de vue scientifique, puisqu'ils sont comparés à un placebo, et avec des groupes qui sont en aveugle, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne sait si on utilise le médicament ou un placebo. Et bien là, vous voyez que du coup, il y a eu 5 essais contrôlés randomisés. Sur ces 5 essais contrôlés randomisés, il y a 4 essais qui sont positifs, c'est-à-dire qui montrent une supériorité, parfois assez franche, de la transplantation fécale par rapport au placebo dans cette indication-là. Alors, même si ça semble être très séduisant et que du coup ça pourrait nous permettre d'améliorer certains patients, de les soulager au moins temporairement de cette maladie-là, ou de les mettre en rémission, il y a encore pas mal de questions qui sont sans réponse, et c'est pour ça que pour l'instant ce n'est pas quelque chose qu'on fait en pratique courante. On continue à faire des essais cliniques, on continue à faire avancer la recherche et à apporter des réponses scientifiques. Déjà, on ne sait pas si c'est un traitement qui sera utile simplement pour induire la rémission, c'est-à-dire pour casser l'inflammation, ou si ça peut être un traitement d'entretien qui va permettre au patient qui va être en rémission de le maintenir en rémission. On ne sait pas dans ce cas-là s'il faut faire ce traitement, à quel rythme, est-ce qu'il faut le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. On ne sait pas il semble qu'il y ait un certain effet d'honneur, c'est-à-dire que tous les sujets sains ne soient pas autant à même de venir guérir des patients-là, et peut-être que un certain type de donneur, un certain type de microbiote puisse avoir un pouvoir thérapeutique chez les patients porteurs de maladies chroniques qui soit plus important que d'autres. Ensuite, pour l'instant, il y a un problème également de disponibilité des transplants. Il n'y a pas à l'heure actuelle en France, et très peu dans le monde, de banques de selles qui pourraient permettre de soigner des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de patients. Bien sûr, on ne connaît pas à l'heure actuelle dans la transplantation fécale quels sont les mécanismes qui rentrent en jeu, qui permettent d'apporter une réponse thérapeutique et de soulager, de soigner certaines maladies. Et bien sûr, on n'a pas de notion sur la sécurité à moyen long terme, notamment dans le risque potentiel de transmettre
une prédisposition à venir développer plus tard des maladies chroniques, voire certains cancers. On sait que par exemple le cancer du côlon, on a identifié certaines bactéries comme pouvant augmenter le risque de certains cancers, notamment le cancer du côlon. On ne sait pas si le sujet 5 qu'on aura pris pour donner ses selles, s'il a 25 ans, qu'il est en parfaite santé, on ne sait pas si son microbiote n'est pas porteur de certains micro-organismes qui pourraient le prédisposer à développer plus tard, 10-20 ans plus tard, des maladies parfois potentiellement graves. Donc c'est pour toutes ces questions qu'il faut encore, qu'on ne fait pas encore de tout ça dans la pratique courante et qu'on continue à faire ça dans le cadre de la recherche. Alors jusqu'où en fait la transplantation fécale, jusqu'où s'arrête on va dire son pouvoir? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout guérir avec ça? Alors probablement que non, mais il y a quand même des cas très intéressants. Alors c'est plus un cas pour faire sourire, mais c'est une publication à propos de 2 cas, de 2 jeunes patients qui ont bénéficié de cette transplantation fécale dans le cadre d'une infection à la bactérie Clostridium difficile, et donc qui ont guéri de cette bactérie-là, et qui étaient également porteurs d'une alopécie, d'une pelade universelle, qu'on appelle alopecia areata, qui est une sorte de maladie inflammatoire du cuir chevelu, qui était en échec de tous les traitements, ça faisait en fait plusieurs années qui était devenu chauve, sans aucune possibilité de thérapeutique, et qui curieusement ont retrouvé à la fois des cheveux et une barbe, une pilosité, quelques semaines à quelques mois après la transplantation fécale. Donc voilà, on n'a pas encore de mécanisme pour expliquer ça, mais voilà, on ne sait pas tout ce qu'on pourrait soigner, traiter avec cette transplantation fécale. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir vous remercier et bien sûr répondre comme la fois précédente à vos questions. Et je vous rappelle que si le sujet vous intéresse, j'en ai parlé voilà, un peu plus longuement dans ce livre qui est normalement disponible dans toutes les librairies. Merci à tous. Merci beaucoup, Dr Scandi. Vraiment, à nouveau, présentation très claire et très intéressante. Je vous laisse regarder un petit peu les questions comme la dernière fois. Et pendant ce temps-là, je prends 5 petites minutes pour parler donc des différents actifs qui peuvent être recommandés aux patients sur les 3 objectifs qui ont été cités, donc de diminuer principalement l'inflammation, d'améliorer la cicatrisation et bien sûr de rééquilibrer un microbiote intestinal qui serait en état, par exemple, de dysbiose. Donc, en termes d'actifs, le zinc, déjà, qui va être essentiel pour cette cicatrisation, pour la bonne régénération des tissus. Quand on cherche un complément en zinc, je le répète tout le temps, mais voilà, c'est la biodisponibilité où il faut vraiment faire attention. On préférera toujours des formes qui sont organiques, qui vont être reconnues par l'organisme et donc bien mieux assimilées. Citrate, bisglycinate, par exemple. Et utiliser différentes formes ensemble, c'est toujours intéressant. Elles vont employer différents canaux pour être assimilées au niveau de l'organisme. Et donc, on potentialise cette assimilation, in fine, si on associe plusieurs sels. La glutamine, pas mal mise à l'étude aussi, assez intéressante, tout simplement parce qu'elle va maintenir l'imperméabilité intestinale, elle va protéger la barrière intestinale. En termes de supplémentation, les poudres sont intéressantes pour avoir une bonne répartition au niveau des muqueuses. Mais voilà, c'est vraiment très important pour cette protection de la paroi, de la muqueuse aussi, et également de la flore intestinale en soi, parce que elle est essentielle, cet acide aminé est vraiment essentiel. C'est la source de carburant des tissus intestinaux. Donc, pourquoi la supplémentation est intéressante. Les anti-inflammatoires, donc on a vu qu'il pouvait y avoir un problème sous-jacent vraiment au niveau de l'inflammation. Curcuma, on a vraiment des bons résultats aussi. Ici, pour le curcuma, on essayera en tout cas de choisir une forme qui est bio-optimisée. Par exemple, tout simplement parce que la curcumine est une molécule qui est très mal assimilée. Elle a plein de bienfaits pour la santé, mais son seul défaut, c'est vraiment ça, c'est vraiment être mal assimilée par l'organisme. Et donc, une forme de curcumine, par exemple, qui serait micro-encapsulée, permettent d'augmenter vraiment l'assimilation et donc l'efficacité au final du produit. Donc, il y a différents types de formes micro-encapsulées qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et bien sûr, on vérifiera bien le titrage donc, sur un extrait standardisé et le titrage en curcumine. Les oméga 3 également, vraiment pour leur action anti-inflammatoire. On veille toujours bien sûr au dosage, au sourcing, traçabilité, quel type de poisson par exemple, sinon on peut prendre des véganes aussi issus d'huile d'algues, éventuellement privilégier la pêche raisonnable.
Et puis, bien sûr, les probiotiques. Donc, on a vu qu'il y avait des souches qui étaient particulièrement à l'étude. Essayez de privilégier, bien sûr, celles qui sont bien étudiées. Bon, aujourd'hui, la plupart des compléments alimentaires, de toute façon, ont ce type de souche. Et une diversité, étant donné que chaque microbiote est absolument unique. Une diversité permettra d'améliorer, on va dire, l'efficacité, d'optimiser l'efficacité chez tous les patients. Donc voilà un petit peu pour ça. Pour rappel, ce webinaire, il était présenté, proposé par Compliment Pro. Donc voilà, c'est une plateforme qui vous permet vraiment de recommander vos laboratoires de compléments alimentaires de manière très simplifiée et ensuite de les faire livrer sous format de sachet personnalisé à vos patients pour vraiment améliorer l'observance. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous ici aujourd'hui nous connaissent et connaissent l'outil. Si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas, je vais juste vous partager une rapide vidéo qui explique un petit peu le concept de Compliment Pro et les différentes fonctionnalités. Donc je vous passe ça. Facilitez vos prescriptions et améliorer l'adhésion de vos recommandations avec la plateforme Compliment Pro. Selon l'OMS, 50% des patients n'adhèrent pas à leurs recommandations de compléments alimentaires. L'achat n'est pas facile pour le patient qui doit se débrouiller parmi plusieurs laboratoires et bons de prescription. Grâce à la plateforme Compliment Pro, facilitez vos prescriptions. Après avoir établi un diagnostic santé, vous pouvez créer une cure personnalisée de compléments alimentaires en quelques clics. Il vous suffit de sélectionner les produits et les dosages adaptés parmi vos laboratoires préférés. Vous pouvez y ajouter un message personnalisé avec vos conseils d'utilisation et la posologie adaptée. Il ne vous reste plus qu'à cliquer pour envoyer votre recommandation. Votre patient la reçoit directement par email et SMS afin de commander. Sa cure sera livrée dans les 48 heures à domicile dans un format de sachet quotidien pour une prise facilitée et une meilleure adhésion à votre recommandation. Avec un sachet par jour, la prise de compléments alimentaires n'a jamais été aussi simple. Comme des milliers de thérapeutes, inscrivez-vous gratuitement sur complémentpro.com. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc comme c'était assez bien expliqué dans la vidéo, de toute façon, la proposition de valeur, c'est celle-ci. C'est un large choix de compléments alimentaires sur une plateforme. Il y a vraiment différents laboratoires pour avoir une offre assez large. Vous créez un programme personnalisé pour vos patients. Vous choisissez vraiment les posologies. Vous pouvez faire des prix scindés s'il y a des compléments à prendre le matin, d'autres le soir. Et vous envoyez ça en un clic vraiment directement à votre patient. Et depuis la plateforme, vous pouvez également suivre les recommandations que vous avez effectuées à vos patients. Est-ce qu'il a passé commande? Où est-ce qu'il en est dans sa cure? Est-ce qu'il a terminé éventuellement? Donc voilà un petit peu sur les différentes propositions de valeur. C'est 100% gratuit, ça je le répète. Je pense que Léa va vous mettre le lien d'inscription si vous le souhaitez dans le chat. Et depuis la plateforme, vous avez également accès à tous les replays des webinaires, etc. Là, c'est les nouveaux laboratoires qui sont arrivés sur Compliment Pro, donc dans la semaine. Donc, il y a vraiment de plus en plus de produits. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous pour qu'on vous présente un peu la plateforme et les différentes gammes. Un protocole pour l'équilibre intestinal, dont j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Mais voilà, des probiotiques, un produit de chez Vitanutrix, probiotique zinc et aloe vera, qui est intéressant pour rééquilibrer, pour protéger vraiment ici, pour le coup, les muqueuses. Un autre produit qui est intéressant chez Equinutri, où on a de la glutamine, de l'ASOD qui a une puissante action antioxydante comme la vitamine C et du litotam. Donc ça va être intéressant également pour la santé des muqueuses et de la barrière intestinale. Et enfin, par exemple, donc on a pas mal parlé de prébiotiques, donc la fibre d'acacia, par exemple, va favoriser tout simplement l'équilibre, le développement des bactéries qui sont bénéfiques pour l'organisme, en passant par exemple, par une production d'acides gras à chaîne courte. Donc ça, c'est le type de protocole que vous pourrez retrouver aussi sur Compliment Pro. Et donc voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec les liens que Léa vous envoyait. Et sans plus attendre, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Juste avant, vous pouvez également vous inscrire aux prochains événements. Donc pour début 2023, on a donc Ludovic Rondini qui va venir faire un premier webinaire sur la stéatose hépatique non alcoolique. Et ensuite, un atelier pratique, donc cette même semaine, pour vous présenter justement toute la gamme de chez Vitanutrix qui a été ajoutée sur la plateforme Compliment Pro cette semaine. Donc, il pourra vous parler mieux que personne de tous ces produits. Donc, je vous invite à vous inscrire. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez pu regarder déjà un petit peu tout ça de votre côté?
Oui, je regarde un peu, il y a pas mal de questions intéressantes, hein, comme la dernière fois. J'ai par contre parfois que je vois qu'une partie de la question, euh, c'est pas simple. Après, je sais pas, du coup, on pourrait répondre comme ça à quelques. Ouais, je peux vous en poser quelques-unes Ouais, sur celles qui ont dis-moi. été envoyées. Alors, en ce qui concerne les régimes alimentaires, le FODMAP est a priori le régime recommandé. Qu'en pensez-vous? Alors, le régime Power FODMAP, alors les FODMAP, en fait, sont des sucres qui vont fermenter, en fait, qui vont pas être digérés par notre organisme, arriver tel quel au niveau du gros intestin et souvent être métabolisés par nos bactéries du microbiote intestinal qui vont du coup fermenter et donc ça va produire des gaz. Et ces gaz-là, donc la consommation de FODMAP va engendrer chez tout le monde une augmentation des gaz intestinaux. Et chez ceux qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ça va particulièrement euh, être entraîné des douleurs, un inconfort, parfois de la diarrhée, des ballonnements, etc. Et effectivement, le régime pauvre en FODMAP, donc c'est un régime qui se fait en fait d'une certaine façon. C'est pas on enlève tous les FODMAP et puis on change plus rien. Ça se fait en plusieurs phases. Il y a une phase d'abord de restriction, on va enlever tous les FODMAP et ensuite on va les réintroduire petit à petit, catégorie par catégorie, etc. pour voir si parmi les FODMAP, certaines catégories sont particulièrement moins bien tolérées et essayer de trouver un seuil de tolérance parce qu'en général, il y a eu aussi un effet seuil, c'est-à-dire qu'on peut tolérer certains FODMAP jusqu'à un certain seuil. Et ça, c'est le travail des diététiciennes, nutritionnistes, etc., d'accompagner les patients dans ce régime. On ne peut pas laisser un patient tout seul se débrouiller avec ce régime-là. Et en effet, le régime pauvre en FODMAP, dans le syndrome de l'intestin irritable, a été montré comme étant relativement efficace, en tout cas chez à peu près 60 à 70% des patients. Mais ça nécessite vraiment voilà, d'être accompagné d'un point de vue diététique et de faire réintroduire les FODMAP progressivement aux patients, d'essayer de trouver le seuil de tolérance, parce que les FODMAP, même s'ils augmentent les gaz, potentiellement les ballonnements, etc., sont assez intéressants parce qu'ils vont quand même venir, pour la plupart, via un effet prébiotique, venir nourrir le microbiote intestinal. Donc oui, c'est un régime qui peut être utile chez les patients avec un syndrome de l'intestin irritable, moyennant un accompagnement diététique, nutritionniste, avec quelqu'un qui est compétent là-dedans. Parfait, très clair. Comment est-ce que vous décidez la voie d'administration du transplant fécal, donc que ce soit sonde, gélule ou lavement? Alors c'est globalement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de données scientifiques qui montrent la supériorité d'une voie d'administration par rapport à une autre. Donc à l'heure actuelle, globalement, moi je laisse la possibilité aux patients de choisir. Et surtout, il y a quelque chose qui rentre particulièrement en compte, notamment dans le syndrome dans l'infection récidivante à Clostridium difficile. C'est une maladie qui touche particulièrement le sujet âgé. Et en général, quand on est amené à faire une transplantation fécale, souvent, c'est des sujets qui ont eu 3, 4, 5 fois des épisodes de diarrhée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et souvent qui ont une incontinence anale, qui n'arrivent pas à garder des selles liquides au niveau du rectum. Et pour le coup, si c'est le cas, on va privilégier tout simplement la voie haute pour éviter qu'on ait tout de suite une sortie en fait, du transplant fécal au moment où on l'administre, qui serait un facteur de risque, bien sûr, d'échec du traitement. Donc, quand il y a une incontinence anale prévisible, on privilégie une voie haute, et sinon, on propose au patient, et c'est le patient qui choisit. Ok. À savoir que les gélules sont principalement utilisées dans les essais cliniques, mais très peu en routine, en pratique courante, parce que ça nécessite une logistique, notamment du côté de la pharmacie, un peu plus compliquée et un petit peu plus coûteuse. Ok. Alors, comment prendre soin de son microbiote pendant la grossesse et pendant l'allaitement? Ça, c'est une question qui revient. C'est une question très large, très vaste. Déjà, en respectant les premiers points, donc on vous a dit au tout début, en fait, en essayant d'avoir un maximum de facteurs qui vont avoir un impact positif sur le microbiote et un minimum de facteurs qui vont avoir un impact négatif, délétère sur le microbiote intestinal. Donc l'idée, c'est avant tout d'avoir un mode de vie le plus sain possible. Une alimentation saine, naturelle, biologique, riche en fibres pour maintenir cette richesse et cette diversité.
et maintenir une certaine activité physique également, hein, tant que la grossesse le permet, bien sûr. Une alimentation variée, apporter tous les nutriments voilà, divers et variés. Et espérer ne pas avoir à prendre trop de médicaments, et notamment des antibiotiques qui, pour le coup, ont un effet négatif à la fois sur le microbiote maternel et probablement également sur le futur microbiote de l'enfant et potentiellement sur la vie future de l'enfant. Après, il y a une question qui doit vous intéresser et à laquelle j'ai pas vraiment de réponse, mais c'est également la prise de compléments alimentaires et notamment de probiotiques pendant la grossesse. Il se pourrait, en tout cas je pense, que ça pourrait être profitable également d'enrichir son microbiote intestinal avec des probiotiques. Mais je ne saurais pas forcément vous dire lesquels, pendant combien de temps, etc. Mais voilà, ça, à mon sens, ça pourrait potentiellement être plus bénéfique que délétère d'avoir ce genre de complémentation pendant la grossesse, notamment en fin de grossesse, et notamment également pendant l'allaitement. Et en fait, ce serait quand même intéressant qu'il y ait des études justement pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut améliorer avec ça, mais voilà. Ça peut être quand même une piste. Voilà. Ok. Alors, la coloscopie est un examen de plus en plus prescrit, notamment en cas de colopathie chronique ou de syndrome du côlon irritable, notamment chez les jeunes. Cet examen est-il justifié dans ces cas-là et quel impact de cet examen sur le microbiote intestinal? Donc la coloscopie. Oui. Alors, et ça rejoint une autre question que j'avais vu passer sur est-ce que c'était indispensable pour différencier le syndrome de l'intestin irritable d'une maladie inflammatoire chronique intestinale. Alors, selon les définitions du syndrome de l'intestin irritable et selon nos recommandations à nous, on pourrait se permettre d'éviter une coloscopie quand le syndrome de l'intestin est typique. Mais très souvent, c'est un examen qu'on va quand même réaliser, notamment lorsqu'il n'y a pas de réponse du patient au traitement symptomatique, probiotique, aux traitements les plus classiques, on va dire, pour à un moment donné éliminer formellement une maladie inflammatoire chronique de l'intestin dont les symptômes peuvent être assez proches d'un syndrome de l'intestin irritable. Et également, aussi pour rassurer le patient, parce que ce sont déjà souvent des patients anxieux, et même si le fait de leur dire que la coloscopie est totalement normale, que ça n'explique pas forcément, du coup, pour eux, souvent ils attendent une explication à leurs symptômes, mais au moins ça a ce côté d'être rassurant, de dire, ben voilà, je peux vous certifier que vous n'avez pas de cancer, que vous n'avez pas de maladie inflammatoire comme la maladie de Crohn, et donc c'est bien un syndrome de l'intestin irritable qu'on va essayer de traiter de telle et telle manière. Donc ce n'est pas indispensable, mais en pratique courante, c'est réalisé très souvent, notamment au moins une fois au moment du diagnostic, là où il faut qu'on évite, nous, il faut faire attention, c'est sur la répétition de ces examens, comme j'ai dit, qui ne sont pas anodins, puisque c'est souvent une anesthésie générale, que c'est des risques notamment de perforation intestinale, etc. Et donc, du coup, chez quelqu'un qui a un syndrome d'intestin irritable, qui n'a pas eu de grande modification de sa symptomatologie depuis quelques années, qui a déjà eu une coloscopie il y a 4, 5 ans, 8 ans, il n'y a pas forcément besoin de répéter l'examen. Et d'autant plus que la coloscopie peut interférer, engendrer quelques modifications du microbiote intestinal, ça a été parfaitement démontré. La purge qui est faite, le produit qu'on prend pour préparer l'intestin, qui vide un peu les intestins de toutes les matières fécales, modifie le microbiote intestinal, et pendant quelques jours à quelques semaines, il y aura un microbiote intestinal un petit peu altéré, un petit peu différent, potentiellement un peu plus fragile. Enfin, voilà, mais ce qui a été démontré, c'est que bien souvent, quelques semaines après, le microbiote intestinal a repris sa place grâce bien sûr à sa capacité de résilience, et on ne retrouve plus de différence quelques semaines après la coloscopie. Mais voilà, plus on peut éviter de répéter ces examens qui restent invasifs, mieux c'est, notamment chez des patients qui n'ont pas de maladie organique et potentiellement grave. Petite question concernant votre livre, est-ce qu'on trouve toutes ces informations dans votre livre ou est-ce qu'il est à destination du grand public? Alors, c'est un livre qui est à destination du grand public, c'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde, il n'y a pas besoin d'être médecin, infirmier, diététicien, etc. pour comprendre ce que je dis dans mon livre, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien de scientifique, et globalement, vous retrouverez à peu près tout ce que je vous ai dit dans ces webinaires
dans mon livre, et même bien plus encore parce que, bien sûr, en deux petits webinaires de 35 minutes, enfin d'une heure avec les questions-réponses, on ne peut pas du tout balayer un sujet comme les liens entre le microbiote intestinal et la santé. On pourrait en parler pendant des heures, des jours. Voilà, je pourrais passer encore des heures à répondre à toutes ces questions-là. Et donc, vous trouverez beaucoup de choses dans le livre. N'hésitez pas d'ailleurs éventuellement à me faire des commentaires sur des choses voilà, que vous aimeriez avoir, ou alors si le livre peut vous satisfaire, etc. Mais j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit assez complet pour éviter d'avoir à le rééditer tous les ans avec des nouveautés. Donc voilà, il y a eu un gros travail de recherche, de bibliographie qui est à jour, en tout cas actuellement. Parfait. Est-ce que donc il y a une personne qui a entendu parler d'une transplantation fécale dans la lutte contre l'obésité? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est à l'étude? C'est à l'étude. On sait que le microbiote intestinal il joue un rôle dans le métabolisme énergétique, dans la façon dont notre organisme va métaboliser les aliments et potentiellement extraire plus ou moins de calories en fonction d'une même alimentation. On sait que les patients, la plupart des gens obèses ont un microbiote altéré, appauvri. Et bien sûr, il y a un espoir que la transplantation fécale puisse participer à la prise en charge de ces patients. Alors peut-être avec une prise en charge chirurgicale, qu'on appelle la chirurgie bariatrique, peut-être simplement avec des bactéries spécifiques, notamment on avait parlé un tout petit peu la dernière fois d'une bactérie qui s'appelle la Akkermansia, mais voilà, il y a d'autres bactéries qui sont à l'étude. Pour l'instant, honnêtement, voilà, c'est des choses qui sont à l'étude, mais on peut pas, voilà, il y a rien de... À l'heure actuelle, on ne fait pas de transplantation fécale pour prendre en charge l'obésité. C'est quelque chose qui ne se fait pas, mais c'est des choses qui sont à l'étude. D'accord. Et du coup, une question qui vient d'arriver, contrairement, qu'en est-il d'une transplantation pour prendre du poids éventuellement, du coup, chez des personnes au IMC bas et au métabolisme rapide? Alors, on pourrait tout imaginer. Ce que je vous ai expliqué, alors c'est déjà est-ce qu'il faudrait du coup faire une transplantation fécale avec le microbiote d'un patient obèse pour grossir? Et à ce moment-là, du coup, on prendrait le microbiote d'un sujet qui ne sera plus sain. L'obésité est une maladie chronique. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est quelque chose qui n'est à l'heure actuelle du coup pas étudié. Après, on peut tout imaginer, mais surtout, on pourrait imaginer qu'en transférant le microbiote d'un sujet obèse, on va également transférer la prédisposition à développer du diabète, des maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, c'est, à mon avis, pas recommandé. En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout dans les études, et les études qui sont actuellement en cours et dont les résultats vont sortir dans les prochaines années, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans le microbiote intestinal, ou en tout cas lors d'une transplantation fécale, qu'est-ce qui fait qu'on améliore certaines maladies ou on ne les améliore pas? Essayer de comprendre ce qui marche. Est-ce que c'est certaines bactéries? Est-ce que c'est un mélange de bactéries? Est-ce que c'est des virus? Est-ce que c'est des métabolites bactériens? Et que ce n'est pas les bactéries en soi? Et pour l'instant, voilà, on n'a pas encore ces réponses, et c'est pour ça qu'on continue à faire beaucoup de recherches là-dessus. Ok. Une petite dernière là. Est-ce qu'on réalise une antibiothérapie à spectre large avant la transplantation fécale pour faciliter éventuellement l'implantation des souches du transplant? Alors, on le fait automatiquement dans le cadre de l'infection à Clostridium difficile, puisqu'en fait, avant la transplantation fécale, si on ne met pas le patient sous antibiotiques, le patient a la diarrhée du fait de la bactérie. Dans les autres indications, en fait, on n'a pas cette réponse. On ne sait pas s'il faut obligatoirement faire une préparation colique, la purge dont on a parlé. Il est probable que oui. On ne sait pas si l'antibiothérapie à large spectre pourrait être utile et pourrait éviter cette purge-là. C'est notamment ce qui se fait quand on étudie la transplantation fécale sur modèle murin, c'est-à-dire chez la souris, où en fait, avant la transplantation fécale, on va réaliser cette antibiothérapie à large spectre pour en gros supprimer une grosse partie du microbiote intestinal et peut-être favoriser du coup l'implantation du nouveau microbiote. Voilà, on ne sait pas exactement. D'accord, écoutez, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions en particulier auxquelles vous souhaitiez Oui, il y en a répondre. beaucoup d'autres. Il y en a d'autres, concernant l'alimentation. Dans quels hôpitaux fait-on cette transplantation? Alors, c'est dans moins d'une dizaine de CHU en France, c'est principalement dans des CHU, en tout cas en France.
Tac, tac, tac. Transplantation fécale pour perdre du poids, on en a parlé. Le- Est-ce que, si on le reconnaît, le microbiote transplanté comme soi, en fait, il n'y a pas. Alors, même si on considère le microbiote intestinal comme étant un organe à part entière, il ne semble pas qu'il y ait de rejet du microbiote comme d'autres organes, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prendre des immunosuppresseurs, etc. Et donc, le microbiote, s'il s'implante, il est d'emblée reconnu comme soi. Après, il faut savoir aussi que le microbiote qui va persister quelques semaines, quelques mois après la transplantation fécale ne va pas être exactement celui du donneur. Ça va être une sorte un petit peu un mix entre celui du donneur et celui du receveur. Voilà, en fait, il y a une implantation qui se fait et ensuite il y a une évolution qui se fait naturellement entre l'organisme, les restes du précédent microbiote, le nouveau microbiote, et voilà, il y a des petites choses qui se font, des ajustements, etc. Il y a beaucoup de questions, alors je ne sais pas du tout auxquelles j'ai répondu ou que j'ai pas répondu. Bah, il y avait pas mal de questions que j'ai vu passer. C'est vrai que je suis pas revenue dessus, parce que vous les aviez un peu abordées pendant la présentation, mais c'est notamment au niveau des prises en charge alimentaires, en fait, concernant le type de fibres, aliments fermentés, qui pourraient éventuellement amplifier les troubles, mais qui sont recommandés aussi pour leur action prébiotique, probiotique. Oui, alors ça, c'est effectivement notamment chez les patients avec une maladie digestive chronique, que ce soit le syndrome de l'intestin irritable ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est ça qui est un peu délicat. Le but, c'est qu'ils enrichissent leur alimentation en fibres. Et malgré tout, très souvent, il y a une intolérance pour certains aliments qui sont riches en fibres. Et donc, c'est aussi un des rôles des diététiciens nutritionnistes de trouver, du coup, les aliments riches en fibres qui vont être les mieux tolérés. Et avec cet effet seuil, ben, d'aller avec les autres aliments progressivement, de réintroduire des aliments qui étaient considérés comme mal tolérés. Et notamment, on sait qu'il y a aussi un effet placebo ou nocebo, c'est-à-dire qu'on sait aussi que par appréhension d'avoir des douleurs ou de la diarrhée suite à une certaine alimentation, et ben, notre organisme, notre cerveau va recréer ces symptômes euh, sans qu'on sache si c'est lié vraiment à l'aliment en soi. Et c'est ça qui va être, voilà, il va falloir le faire progressivement, le faire en étant accompagné, en étant rassuré, etc. Parce que voilà, quelqu'un qui a eu 2 fois de la diarrhée après avoir mangé des haricots verts va se dire, bah, moi, si je remange des haricots verts, je vais avoir de la diarrhée. Et effectivement, bah, on a parlé de cette communication, cet axe cerveau-intestin, cette appréhension, ce stress chez des gens anxieux d'avoir la diarrhée après avoir consommé des haricots verts peut être suffisante pour entraîner de la diarrhée après la consommation d'haricots verts, même si c'est pas directement lié à l'aliment en soi. Combien de Euh, temps j- prendre des ouais, j'avais vu probiotiques juste lors d'une prise pardon. d'antibiotiques? Combien de temps? Alors ça, Non, c'est non, une vas-y. très bonne question. Je n'ai pas la réponse puisque dans les études, on retrouve euh, plusieurs choses. Ce que je pourrais recommander, ce qui me semble être le plus intéressant, c'est de prendre des probiotiques pendant la prise d'antibiotiques et 1 à 2 semaines après. Globalement, pour moi, je pense qu'il y aura à peu près 3 semaines. Souvent, en général, les antibiotiques, c'est 7 à 10 jours. Ça me semble être utile de prendre des probiotiques pendant une quinzaine de jours. Et voilà, si on prend 3 semaines, un mois, bah, ça ne peut pas faire de mal, entre guillemets. Et au-delà des probiotiques, je pense que c'est très important d'avoir une alimentation du coup riche en fibres et à cet effet prébiotique, parce que c'est ça qui va renforcer le microbiote intestinal et qui va favoriser sa résilience après du coup l'agression des antibiotiques. Là où le probiotique va pouvoir du coup limiter la diarrhée post-antibiotique, il va potentiellement voilà, améliorer certaines choses. Mais si on veut améliorer la résilience, favoriser du coup la restauration de notre propre microbiote intestinal, c'est aussi via une alimentation riche en fibres et éventuellement en aliments fermentés, etc. Ok, très clair. Donc l'un Je vous laisse, n'empêche pas l'autre. vous alliez répondre à une question, j'ai l'impression tout Non, à l'heure. j'avais vu une question de Jean-Christophe sur les liens, enfin, les liens de causalité entre les maladies chroniques et le microbiote intestinal. Dans tout ce qu'on a vu, et c'est valable pour le webinaire précédent, mais il y a énormément de données de corrélation, c'est-à-dire de liens entre
un microbiote intestinal altéré ou un certain type de microbiote intestinal et certaines maladies chroniques, ou entre certaines conditions, certaines maladies chroniques et certaines anomalies du microbiote. Ce qui n'est pas encore très bien déterminé, c'est le lien de causalité, c'est-à-dire si une certaine anomalie sur le microbiote intestinal peut engendrer le développement d'une maladie chronique, etc. Et ce lien de causalité, il est pas très bien établi dans beaucoup de maladies, mais il tend à l'être, et notamment via les modèles murins, où en fait on va transférer chez une souris sans microbiote le microbiote intestinal, un certain type de microbiote intestinal, celui par exemple, on l'a vu là de quelqu'un qui était colopathe, si on transfère le microbiote intestinal d'un colopathe à une souris qui n'a pas de microbiote, et ben la souris va devenir hypersensible, va devenir en quelque sorte colopathe. Et donc là, il y a un certain lien de causalité qui est que ça irait plutôt dans le sens que certaines anomalies du microbiote intestinal puissent engendrer des troubles, voire une certaine maladie. Mais à mon sens, dans les maladies chroniques, c'est effectivement beaucoup plus complexe que ça. Et à mon avis, il n'y a pas une seule causalité entre. C'est pas forcément un problème de microbiote. Hein, c'est des choses qui sont plus complexes. Souvent, une petite prédisposition un petit peu génétique, un environnement parfois pas forcément favorable, un microbiote qui est également qui a certaines fragilités, certaines prédispositions. Et c'est à mon sens un ensemble de tous ces facteurs avec à un moment donné un effet gâchette, un effet levier, une infection, une nouvelle prise d'antibiotiques, un médicament ou quelque chose qui va faire qu'on va se mettre à développer une maladie là. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en particulier que vous aviez vu, mis de côté éventuellement? Alors non, j'ai pas eu le temps. Alors, j'ai pas eu le temps. Il y en a tellement. J'ai pas eu le temps de regarder tout ça. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent d'avoir la possibilité d'avoir les slides, le replay, etc. Et ça, je crois que pour ceux qui sont inscrits, ils auront bien évidemment accès au replay des webinaires. Ouais, des deux en même temps. Est-ce que tous les probiotiques sont résistants au suc gastrique? Non, j'en sais rien. Les probiotiques n'étant pas des médicaments, ne devant pas forcément avoir des études de stabilité, de biodisponibilité, etc. On peut commercialiser des probiotiques, entre guillemets. Alors je dis probiotiques, on n'a pas le droit d'écrire probiotiques sur la boîte hein, pour l'instant, mais il n'y a pas forcément d'études de survie des souches probiotiques après le passage de l'estomac, etc. C'est pas indispensable. Alors certains et les meilleurs laboratoires le proposent, essaient de pouvoir démontrer, de rassurer un petit peu les praticiens, les pharmaciens sur cette résistance des probiotiques et des gélules au passage de l'estomac hein, pour éviter que toutes les bactéries soient détruites avant leur arrivée dans l'intestin. Mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a eu des nouvelles En soi, non, je pense qu'on a quand même répondu à une grande majorité. Nous, on regardera éventuellement s'il y a d'autres questions qu'on aurait peut-être sautées et éventuellement vous les envoyer. Je pense que là, on a un petit peu dépassé. Mais en tout cas, je vous remercie pour cette présentation qui était très claire, très enrichissante, comme la semaine passée. Comme on l'a redit, le replay, vous allez le recevoir, les slides aussi, donc normalement par mail dans l'après-midi. Et vous aurez tout ça aussi directement d'accessible sur Compliment Pro, donc depuis l'académie. Je vous remercie encore, Julien. Peut-être un nouveau partenariat, peut-être un nouveau webinaire en 2023. Une nouvelle série sur le microbiote, étant donné que ça intéresse vraiment tout le monde ici. Avec plaisir. Non, avec plaisir. Je vois qu'il y a de nouvelles questions qui viennent d'apparaître. En fait, je ne regardais pas forcément au bon endroit pour les nouvelles questions, mais on a répondu à pas mal de choses, notamment la maladie de Crohn et transplantation fécale. Il y a à l'heure actuelle pas beaucoup de données scientifiques. Les études sont en cours, contrairement à la rectocolite hémorragique où on a déjà pas mal de données. Voilà, mais je pense qu'on pourra, j'aurai d'autres occasions de répondre à des questions, peut-être effectivement en 2023 avec plaisir. Voilà. En tout cas, passez de bonnes fêtes à tous. Idem. Et prenez bien soin de votre microbiote. Très bel après-midi, merci encore, au revoir.